Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans votre rendez-vous quotidien d'actualité juridique. À la une du JT de ce mercredi 26 octobre, prime de partage de la valeur, avance de trésorerie à une filiale et cautionnement proportionné valable. La loi pouvoir d'achat du 16 août 2022 a mis en place une prime de partage de la valeur, la PPV, pour relayer la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Dans une instruction du 10 octobre dernier, la direction de la Sécurité sociale donne 55 réponses sur cette nouvelle prime. Concernant la modulation du montant de la PPV, l'instruction reprise dans le BOSS rappelle que l'accord ou la décision qui met en place la PPV peut prévoir que le montant de la prime soit modulé. Cette modulation s'opère selon les critères énumérés par la loi, comme la rémunération, l'ancienneté dans l'entreprise ou la durée de travail en cas de temps partiel. Le BOSS revient ainsi sur le critère de la durée de présence. En effet, ce critère permet de moduler le montant de la prime selon la durée de présence du salarié sur les 12 mois précédant le versement de la PPV. Le BOSS précise que la présence du salarié est appréciée dans les conditions prévues par la réglementation sur la réduction générale de cotisation patronale pour le calcul du paramètre SMIC, en retenant les mêmes règles pour la prise en compte des absences. Comme le souligne le BOSS, cela vise les congés de maternité, paternité et adoption, le congé parental d'éducation ainsi que le congé de présence parentale. Et même si l'instruction n'en fait pas état, on peut penser que les jours de congé pour enfants malades et les salariés bénéficiant de dons de jours de repos pour un enfant décédé ou gravement malade sont aussi visés. Cela revient à dire qu'on ne peut pas réduire le montant de la prime d'un salarié du fait de ses absences. Conformément au Code général des impôts, les aides de toute nature consenties à une autre entreprise sont exclues des charges déductibles du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés, sauf celles ayant un caractère commercial, comme le démontre l'affaire suivante dans laquelle le contribuable a perdu son procès. Une société holding détenant une participation dans une SCI accorde à cette dernière des avances de trésorerie sans intérêt pour l'aider à surmonter ses difficultés financières liées à la perte de son principal locataire. Estimant que le recouvrement de sa créance sur la SCI est compromis, la société holding constitue une provision pour créance douteuse qu'elle déduit de son résultat fiscal. Lors d'un contrôle, un vérificateur remet en cause la déduction de cette provision, estimant que ces avances ont un caractère financier et ne sont donc pas déductibles, tout comme la provision constituée au titre d'un risque de non-remboursement. Le litige est porté devant les tribunaux qui confirment le redressement. Les avances de trésorerie accordées constituent des aides financières même si elles sont remboursables dès lors que les deux entreprises n'entretiennent aucune relation commerciale. Le fait que la situation financière de la SCI n'ait pas été irrémédiablement compromise au moment où les aides ont été versées n'y change rien. Il en découle que la provision constituée afin de faire face au risque de non-recouvrement des avances n'est pas déductible. Pour mémoire, une personne physique peut remettre en cause son engagement de caution envers un créancier professionnel si elle prouve qu'il était, lors de la conclusion du contrat, manifestement démesuré par rapport à ses moyens. Mais quels sont les éléments à prendre en compte pour apprécier cette disproportion ? Tous les éléments du patrimoine, comme le rappelle un récent arrêt de la Cour de cassation. L'associé majoritaire d'une SCI se porte caution auprès d'une banque au titre d'un prêt consenti à la société. Poursuivi en paiement par la suite, il invoque la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus. Avec succès, devant les juges d'appel qui retiennent un engagement disproportionné aux biens et revenus de la caution, dont une grosse partie du revenu mensuel est absorbée par le remboursement des prêts et dont le patrimoine net d'emprunt est largement inférieur à l'engagement souscrit. Mais pour la Cour de cassation, cette appréciation est inexacte s'il s'avère que la caution est titulaire de la quasi-totalité des parts de la SCI cautionnée. En effet, la banque fait valoir que la caution détient 99% de ses parts. Si c'est bien le cas, alors ces parts doivent être prises en considération pour l'appréciation des capacités financières de la caution au jour de son engagement. Fin de cette édition, je vous souhaite une très agréable journée, à demain.